Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue ici sur le site de la brasserie L'Écluse à Goyave pour la présentation de la liste Ensemble de tous pour les sénatoriales du 24 septembre 2023, c'est-à-dire dans 3 semaines. Nous sommes dans le lancement de cette campagne pour cette élection importante pour la Guadeloupe et nous avons convié à faire connaissance avec des élus que pour certains vous connaissez bien, pour d'autres que vous connaissez un peu moins, et qui composent cette liste conduite par le sénateur sortant Victorin Lurel, sénateur depuis 2017, et qui conduit cette liste accompagné de 4 autres colistiers: Gabrielle Bucarabin, maire du Loup, conseillère départementale, André Atala, en 3e position, qui est maire de Basse-Terre, et je vais en profiter tout de suite pour vous présenter ses excuses pour son absence ce matin. Il est frappé par un deuil, il a perdu sa maman, et donc nous avons à cet instant une pensée pour lui, qui traverse des moments difficiles, et nous sommes en pleine sympathie avec sa famille, ses proches, et malheureusement il ne peut être des nôtres, mais en tout cas par la pensée, je l'ai vu tout à l'heure, et il s'associe pleinement à cet événement, et nous serons à ses côtés dans la semaine pour les funérailles de sa mère. 4e position, Geneviève Gamère, qui est la régionale de l'État, puisqu'elle est maire adjointe de Goyave, elle est ici sur ses terres, elle est maire adjointe en charge des solidarités dans la municipalité de Goyave. Et en 5e position, Téti Marie. Téti Marie, qui est conseiller municipal de Saint-François, qui a été pendant longtemps premier adjoint de Laurent Bernier, feu Laurent Bernier, ancien maire de Saint-François, jusqu'en 2020. Et donc, qui clôture cette belle liste. Alors, ce matin, l'idée, c'est une présentation à la fois de nos colistiers, ensuite, ils se présenteront eux-mêmes, et ensuite, une présentation du programme, le programme que nos colistiers vont défendre pour la Guadeloupe, pour la mandature qui va s'ouvrir. Ensuite, il y aura quelques prises de parole d'élus qui sont présents, des soutiens, quelques soutiens qui ont pu venir aujourd'hui, un jour de semaine. On a choisi effectivement de faire cette présentation devant la presse en semaine. Ce n'est pas un meeting, c'est une conférence de presse, et quelques maires qui soutiennent la liste ont fait le déplacement. Je veux remercier Monsieur le maire des habitants du Loto, conseiller départemental. Je veux remercier Marie-Louise Bonchâteau, maire de Baïf, conseillère départementale. Je veux remercier Lucie Weck-Mire, maire de Saint-Cloud, qui est présente aussi. Et puis, je remercierai encore les conseillers départementaux qui sont présents, les conseillers régionaux, notamment du groupe Pays Guadeloupe, qui sont présents. Et puis, je présenterai quelques excuses pour des élus, des amis, des camarades qui n'ont pas pu être présents ce matin. Voilà, je vais pouvoir passer la parole tout de suite à Victorin Lurel. Comme il est parlementaire, c'est excuses de voilà. Christian Bacchi. Et donc, je vais passer la parole à Victorin Lurel, en rappelant donc tout au long de ce petit moment passé entre nous, ensemble, je vais présenter aussi les excuses de certains élus qui n'ont pas pu être là. Christian Baptiste, néanmoins, parlementaire, député à parenté socialiste qui est présent. Élie Califère, que j'ai eu ce matin, ne peut pas être des nôtres, mais il sera avec nous ce soir à Bouillante pour une présentation devant le conseil municipal. Et puis, il y a d'autres élus et amis qui malheureusement ne sont pas là, mais que nous excuserons dans le fil de notre présentation. Monsieur le sénateur, cher Victorin Lurel, je vous passe la parole, et pour une présentation de notre liste et de votre démarche. Merci Olivier. Vous m'entendez? J'ai l'impression de ne pas m'entendre. Le protocole étant établi, comme on dit maintenant,
Il me reste simplement à vous dire merci. Merci d'être là, merci à la presse d'être là, puisque c'est le format que nous avons choisi, non pas de faire un meeting d'un parti politique. On n'a pas voulu créer une convention, par exemple, du Parti socialiste. On a dit qu'on le fait comme en 2017, une présentation à la presse. Merci aux maires et aux élus et aux amis qui sont là. On a voulu être un peu nombreux par le truchement de la presse. Merci à Christian Baptiste, député, d'avoir fait le déplacement. Il m'a dit qu'il a pourtant une contrainte horaire et il faudra qu'il nous quitte avant 13 heures. On n'a pas l'intention d'aller jusque-là. Voilà. Je présente aussi les excuses d'Olivier Sévrin qui devait recevoir Darmanin. Et ce soir, d'ailleurs, je serai avec eux à la Creole Beach Hotel, puisqu'il y a une réunion du groupe parlementaire Lyot. Je présente aussi les excuses ou peut-être les retards d'Élie Califère, qui m'a dit je ferai pour le mieux pour être là. Mais ce soir, je serai à tes côtés à Bouillante, où on doit, si j'ose dire, subir une audition. C'est comme ça qu'on dit ça. En tout cas, à rencontrer le conseil municipal. Voilà donc en préambule ce que je peux vous dire. La campagne électorale a commencé et je suis frappé par une chose. On fait tout, mais pas tout. C'est peut-être ça aussi notre différence. On fait tout pour dépolitiser l'élection. Dépolitiser. Ça devient un vote d'amitié, un vote d'affection, un vote de proximité, un vote de parti, et pourtant on pourrait me le reprocher, mais je crois être un homme libre, mais un vote de tutelle et un vote de soumission. De dire que, vous comprenez, vous appartenez à telle ou telle majorité, nous sommes dans telle ou telle assemblée, vous êtes maire, donc vous devez nous suivre comme une seule femme et comme un seul homme. Il n'y a pas, si j'ose dire, au sens noble du terme, il n'y a pas une ligne politique dans l'affaire. Écoutez tous les discours, les présentations. Parfois, on se contente de présenter simplement un bilan. Si je devais prendre ce bilan-là, et il y en a eu plusieurs, on n'en sortira pas ici. Là, on est pour le présent, on est pour l'avenir. Et donc, chacun a reçu ça par mail, l'a reçu à son domicile. Lorsqu'il y a du présentiel comme aujourd'hui, on remet le bilan. On verra les statistiques. Mais l'élection n'est pas un comptage. Ce n'est pas des statistiques. Vous pouvez monter 50 fois à la tribune, c'est notre cas à tous. On peut faire toutes sortes d'amendements, ils sont parfois des milliers, parce que vous co-signez des amendements. Mais ce qui est important, ce n'est pas le nombre de fois où vous avez fait de l'alpinisme à la tribune, que vous exprimez à la tribune, c'est qu'avez-vous voté? Quel est le contenu de vos votes? Le sens et l'orientation de vos votes. Quelle est la ligne, l'orientation, la philosophie, la vision, l'idéologie qui préside à tout ça? Vous n'aurez pas entendu ça jusqu'ici. Et j'ai bien l'impression que il en faut, cette courtoisie faciale et apparente, c'est bien pour endormir et ne pas dire « je suis Macron ». J'ai même vu un candidat hier dans France Antilles, je ne suis pas Macron. Par contre, Macron finance votre parti. Eh oui, c'est dans le journal officiel. On finance le parti de M. Lospar, le GURS. Vous êtes dans le groupe. Vous votez tout. Et parfois, certains portent des textes qui ne sont pas du tout en notre faveur. Et j'ai eu déchiré, eh bien, à m'opposer à mes compatriotes lorsque j'estimais ça n'allait pas dans le sens de nos intérêts. Cette élection-là, bien sûr, comme toute élection est politique, celle-là, elle est éminemment politique. Parce que, c'est vrai, disons-le tout de suite, le Sénat restera à droite. On travaille avec la droite parce que c'est la culture du Sénat et s'il le faut, on reviendra. Mais pourquoi vouloir renforcer une majorité déjà hégémonique au Sénat? D'autant plus que cette majorité passe des accords avec Renaissance pour imposer leur orientation, et qui n'est pas celle forcément des classes moyennes, des classes populaires, des gens à revenus modestes, des gens précarisés, bref, les personnes, disons-le, au sens économique,
sociale et peut-être de santé vulnérables. Je dis très clairement devant vous, journalistes, que je ne suis pas dans la politique de M. Macron. Pourtant, je le connais personnellement. J'ai ses attaches. Et quand je veux être reçu, je suis reçu. Mais je ne suis pas dans la politique de M. Macron. Il y a deux lignes qui s'opposent donc dans cette campagne. Celle portée par Dominique Théophile, je le nomme, c'est pas un gros mot, et celle portée par notre liste. C'est clair. On dit que la politique depuis 2017, qui nous a pris quand même 980 millions, 1 milliard, et on peut entrer dans le détail si vous le voulez. L'orientation qui est prise depuis toujours, c'est celle du marché, du laisser-faire, du laisser-passer, et puis comme disait le président Sarkozy, repris par le président Emmanuel Macron, eh bien, on va libérer les énergies. Pour être vulgaire, c'est démerdez-vous. On l'a vu sur le plan de la fiscalité, on l'a vu sur le plan des équipements, sur les plans d'action des collectivités. Je prends un seul exemple, un détail. Lorsqu'on a supprimé la taxe d'habitation, qui, je reconnais, est une bonne chose pour tous, même si ça profite d'abord aux mieux dotés, pour ne pas dire aux riches. C'est clair. Moi, j'aurais dû continuer à payer ma taxe d'habitation parce que je crois à l'effort commun, à la participation à l'effort commun. Ça peut prendre la forme d'impôt, ça peut prendre la forme de bénévolat, de mécénat, de sponsoring, tout ce que vous voulez. Mais l'impôt n'est pas un gros mot lorsqu'il est juste, lorsqu'il est raisonnable et lorsqu'il tient compte des capacités contributives de chacun. Non là, et on me beaucoup, on a supprimé. Mais qu'est-ce qu'on a dit? Les communes ne toucheront plus la taxe d'habitation et on va transférer la taxe foncière du département en faveur des communes. On a perdu dans cette affaire, alors que l'engagement avait été pris de le faire à l'euro près. Non, ça ne s'est pas fait, et comme toujours, sur toutes les dotations de l'État, ça ne s'est pas fait à l'euro près. 29 communes sur 32 en Guadeloupe ont perdu 48 millions transférés en hexagone. Donc, pour favoriser les communes mieux dotées que nous, avec des ressources autrement plus importantes que celles que nous avons ici. C'est un détail. Un détail à la chose près. Que le Sénat étant la gardienne des collectivités. C'est vrai, vous êtes sénateur, vous avez, comme tout parlementaire, trois choses. Voter, évaluer, contrôler. Voter les lois, évaluer les politiques publiques et contrôler l'action de l'État. On fait beaucoup d'évaluations, beaucoup de contrôle. J'ai lu hier sur les réseaux sociaux, M. Lurel a fait le noir sucre avec Hélène Vainqueur Christophe, sous l'éclairage savant, si j'ose dire, il était le lanceur d'alerte, notre collègue André Atala, notre colistier. Eh bien, c'est l'administration qui doit contrôler ça. Eh bien, faute de diligence portée par les agents qui devraient être assermentés pour aller faire à l'aveugle et en anonyme les contrôles dans les usines où on fait des yaourts, des boissons et tout ça, eh bien, André et moi, nous avons fait des prélèvements qu'on a fait analyser ici, qu'on a fait analyser au laboratoire de Nantes. La loi doit être mieux contrôlée. On a fait deux rapports. Un premier à l'Assemblée nationale avec Erika Barrett, qui est aujourd'hui maire de Saint-Denis, qui a été ministre après moi, et qui était député, que Gabriel a connu, et Fasquelle, des LR, pour vous dire, c'est une très bonne loi, mais il faut vraiment suivre son application. Eh bien non, Macron estime qu'on est contre l'industrie agroalimentaire, et que le sucre est un conservateur. Plus vous en mettez, plus dur le produit. Ça veut dire la date de péremption, donc la date où ça va être périmé, et la date limite de consommation, ben vous pouvez manger ça ici, alors que en métropole, c'est autre chose. Et j'avais fait un scoop à l'époque lorsqu'on a présenté ça. C'est toujours valable. Il faudrait le réactualiser. On avait pris un listing considérable de produits importés ici. Eh bien, je vais vous le dire, les délais pour consommer sont autrement plus importants ici, et ce n'est toujours pas corrigé depuis bientôt 7 ans, 6 ans, 7 ans, oui, cette année comprise, 7 ans. Depuis 2017, la loi n'est pas véritablement respectée. C'est la raison pour laquelle, dans le programme qui vous est soumis, on a mis en matière de santé, et André était
un peu à la manœuvre. J'en passerai sur l'hôpital, la santé, les missions d'intérêt général de recherche ou d'innovation, le mairie. Bon, on sait ça. Mais on dit, on va continuer à aller dans la veine, dans l'orientation sur la lutte contre l'épidémie d'obésité et l'épidémie, si j'ose dire, c'est comme ça que l'OMS l'appelle, de surpoids. Et donc, on dit, il y a un plan national nutrition santé, et je peux vous assurer, ça intéresse le quotidien de tous, même si des choses relèvent du réglementaire et de certaines collectivités locales, on est bien d'accord. Mais on est dans l'impulsion et dans un lancement, si j'ose dire, d'alerte, d'accompagner le plan national nutrition santé par un plan anti-glucose, pour toutes et pour tous. Alors c'est vrai que certainement vous observer, tu n'as pas dit anti-sucre, puisqu'on dira qu'on est contre Gardel, mais votre santé dépend de votre métabolisme. Et votre métabolisme est tenu par votre système glycémique. Je ne suis pas médecin, mais j'ai bien étudié la chose. C'est le sucre qui circule, il suffit de le réguler. Il y a une chose très très facile, qui coûte 0 €, enfin 2,99 € pour faire ça, en changeant l'ordre de manger. C'est vrai qu'une collectivité peut le faire, c'est vrai que Gabriel peut le faire, ou André Atala pourrait le faire, en impulsant. Et on ne va pas subir toutes les publicités que l'on entend, aller faire du sport, pour être comme Cristiano Ronaldo qui a des tablettes de chocolat en abdos. Bon, vous allez vous épuiser, vous risquez une crise cardiaque. L'annonce, vous ne changez pas votre façon de manger, mais ce n'est pas une cure d'amaigrissement. C'est pour réguler votre système glycémique. C'est pour stabiliser votre métabolisme, c'est toute votre santé. Quand vous entendez ici ou là, tel ou tel ponte, nos savants, dire oui, l'index glycémique de l'igname est plus faible que la pomme de terre, c'est bien, ils ont raison. Le pollueur, bon, oui, il faut manger local, il faut continuer et même développer ça. Mais en même temps, on vous donne pas une vision globale sur votre santé. On vous dit mangez ça, mais qu'est-ce que vous faites après? Qu'est-ce que vous mangez? Quel est votre comportement alimentaire? Ça paraît un détail, mais c'est la vie quotidienne de centaines de milliers de personnes pour dire faisons ça. Eh bien, le sénateur peut porter ça, cette liste porte là une vision globale sur la santé. Et je voudrais répondre aux questions si vous le voulez. Nous avons 3 urgences. Premièrement, faire comprendre aux grands électeurs que cette élection est politique et un clivage entre 2 lignes, Macron et contre la politique de Macron, tout en restant, bien entendu, suffisamment tolérant où nous ne sommes pas au pouvoir. Le monsieur est président, il propose des lois, amendons, travaillons, tissons les liens, établissons les ponts, ne dressons pas des murs. C'est ce que nous faisons et c'est ce que j'ai toujours fait en politique. Je n'ai jamais fait une liste fermée, enfermée dans les murs du Parti socialiste. Je le suis, tout le monde le sait. Mais moi, je n'aurais pas fait une convention du Parti socialiste en enfermant une liste dans les murs de parti. Non, il y a ici sur la liste des gens qui ne le sont pas. Et qui travaillent ensemble depuis longtemps, mais qui ont des orientations philosophiques différentes. Première chose, tolérance, compréhension, passerelle et travailler avec tous. C'est pourquoi ça s'appelle ensemble. Deuxième chose, il y a des urgences à introduire au Sénat, mais c'est déjà déposé à l'Assemblée nationale. Christian est là, Christian peut en témoigner. La première urgence, c'est la loi de finances initiale. C'est déjà déposé chez les députés. Et nous, on va travailler en temps masqué. Au moment où je vous parle, la moitié du Sénat est renouvelable. Pourtant, le Sénat travaille. Quels que soient celles et ceux qui viendront, le Sénat continue de travailler. Et hier, en visio, je ne sais pas si Christian a pu se brancher, on m'a dit qu'il y avait peu de personnes, 2 réunionnais et la sénatrice de Saint-Barthélemy. Il y avait une réunion entre le ministère de l'Agriculture et le ministère des Outre-mer pour changer, tenez-le bien, la réforme de l'assiette, de l'assiette des charges sociales, du régime des indépendants. Tout ça, c'est des grands mots, des grandes phrases, mais c'est nos commerçants, ce sont nos artisans, ce sont toutes celles et tous ceux qui ont créé leur entreprise. Et on va changer ça. C'est le fameux RSI que certains syndicats défendaient, le Bénic Virassani et bien d'autres, que les députés ont fait railler sur ça, et moi, votre serviteur, aujourd'hui. Ça a commencé. Deuxième chose qui va commencer immédiatement, deuxième grande loi d'un Parlement, la loi de financement de la sécurité sociale. C'est vous toutes et vous tous. C'est votre santé, c'est votre retraite, ce sont vos charges, ce sont vos formations,
qui sont en cause, la santé, le financement de l'hôpital, les épidémies, Covid, apparemment, me dit-on, ça revient sous une autre forme, une autre variant. C'est ça que vous votez. Si vous n'êtes pas prêt sur des textes qui sont à la hauteur de la toiture, en tout cas de l'armature, c'est des textes ésotériques, compliqués, il faut être prêt. Nous sommes prêts et nous avons la prétention, sans être prétentieux, de dire ça. Nous sommes prêts à examiner ça et à apporter une contribution, ne pas laisser passer dans une masse importante de documents écrits en petits caractères des choses qui nous intéressent. Non pas aller faire un bilan du j'ai été un bon athlète parlementaire, je suis un bon marathonnier. Non, j'ai été vigilant, j'ai voté pour, j'ai voté contre, je justifie une prise de position politique. C'est une élection politique. Et il faut avoir des convictions politiques sur le budget, et c'est l'acte le plus politique, sur la sécurité sociale. Il manque une troisième grande loi, c'est dans le programme. Gardienne des institutions, gardienne des collectivités, le Sénat, et même une belle partie de la droite est d'accord, même si tous les gouvernements résistent, y compris à l'époque les socialistes, de dire il faut une troisième grande loi qui n'existe pas, qui est la loi de financement des collectivités locales. Ce n'est pas normal que chaque année, l'État décide, presque souverainement, une majorité un peu docile, mais c'est le rôle. Moi, j'ai été dans une majorité pendant 5 ans, 10 ans dans l'opposition, je me suis plutôt formé dans l'opposition, et autant je peux dire que j'ai été entendu, eh bien, que chaque année, l'État décide de maintenir, de baisser, voire d'augmenter, et souvent en deçà de l'inflation. Ça veut dire que c'est une baisse. Quand Bruno Le Maire a présenté récemment les grandes lignes de son budget, il te dit j'augmente de 1,5. L'inflation est beaucoup plus que ça. Ça, c'est de l'arithmétique, mais ça veut dire que c'est une baisse. Alors nous, on veut une sorte de deux choses qu'ils n'ont pas faites, alors c'est une obligation de la loi organique relative aux finances publiques. C'est le grand texte qui régit tout ce qui est en matière de finances de budget. Eh bien, vous devez faire deux choses. Chaque année, une LFI, loi de finances initiale. Donc le budget peut être clair. Et puis vous avez une loi de programmation pluriannuelle des finances publiques. Non, il n'a pas voté. Il n'y a pas aujourd'hui de loi actualisée, et Christian peut-être aura jugé cette année, parce que tout le Parlement s'est dressé contre ça, qu'il y ait une visibilité sur 5 ans. D'ailleurs, c'est une exigence européenne. Mais ici aussi, ça devrait être une exigence, même si aucune loi ne l'impose. J'ai essayé, quand alors président de région, de dire il faut des C2DT, des contrats de développement durable territorial, avec une programmation sur la durée d'une mandature municipale. 6 ans. Bon, ça a été jeté. Aujourd'hui, on ne fait plus ça. J'ai entendu une collectivité dire je veux faire des contrats à un pays. Ce n'était pas donc une si mauvaise idée. Et c'est très bien. Je félicite M. Losbar qui dit ça. Mais ça veut dire que le maire, quand il faut son budget pour 2024, il sait ce qu'il va percevoir de telle ou telle assemblée. Et par ailleurs, il y avait un effet heureux, mais qui a effrayé celles et ceux qui sont aujourd'hui en responsabilité, c'est que ça libérait le maire de toute tutelle, de toute pression. Vous savez, dans un contrat, dans une convention, dans un truc contractualisé, que vous savez quelles que soient les opinions et les prises de position qui seront les vôtres, que vous allez percevoir ça parce que c'est une signature. Parce que vous pouvez d'ailleurs aller au tribunal si on hésite. L'Assemblée peut dire on respecte le droit. Non. Non, on a supprimé. Le maire se libérait de toute tutelle. Qu'est-ce qui se passe dans le pays Guadeloupe? J'ai été président, je parle en connaissance. Vous avez, quoi qu'on en dise, malgré l'interdiction des textes, vous avez une tutelle des deux grandes assemblées sur les communes. Et donc, vous voyez à la faveur de cette élection sénatoriale, des maires qui te disent dans le code de l'oreille, t'inquiète, je dois faire de l'affichage. Je dois montrer que je suis bien là où je suis. C'est pourquoi je rends un hommage chaleureux et appuyé à Gabriel Louis Carabin qui a dit je suis une femme libre. J'ai transformé une ville au moule. Vous croyez que c'est maintenant qu'on va me faire du chantage, qu'on ne me donnera pas 2 ou 3 ou 2 centaines de mètres de route, qu'on va faire pression sur Gabriel Louis Carabin. J'estime que tu es le candidat le mieux placé, que tu as une très belle liste. Nous faisons une très belle liste. Je suis libre de mes opinions comme je l'ai toujours été au cours de ma vie. Et puis une autre chose qui m'a impressionné, je dis ça devant elle, je trouve ça fort parce que je sais ce que ça demande pour être un politique. Être politique, diriger des équipes,
avoir fait ce qu'elle fait, et puis rester une grand-mère attentive à ses enfants en disant, docteur, je ne viendrai pas parce que je dois être avec mes petits-enfants. Et elle nous l'a dit avant, vous dit, je ne peux pas venir à la préfecture. Elle est déjà partie, tu diras ça peut-être. Elle est revenue parce qu'il y avait une urgence. Moi, j'apprécie, parce qu'on fait de la politique, on sert le grand public, on sert les citoyens, la cité, mais on sert aussi sa famille, ce que d'aucuns ont du mal parfois à comprendre, les absences ou les présences des élus. Donc voilà les 3 urgences mobilisatrices. S'occuper du premier trimestre de 2023 avec vote de loi. 4e urgence, c'est janvier 2024. C'est la révision constitutionnelle. Si elle n'est pas déposée sur les bureaux des assemblées, il y a des travaux préparatoires qui commencent. Nous, on a fait 37 propositions que la presse connaît et qu'on peut renvoyer et vous trouverez en ligne. On a fait d'autres propositions avec plusieurs constitutionnalistes, dont Stéphane Didier, pardon, qui a fait un texte extraordinaire de fusion des articles 73 et 74. Malgré la qualité de ce texte que moi j'ai agréé, ça ne passera pas parce que les LR ne vont pas voter. Or, le Sénat a un droit de veto. Le président ne peut rien faire si le Sénat n'est pas d'accord. Alors, je me suis pris autrement. On a fait un texte avec les LR, porté par Mathieu Darnaud et les LR. Le président Larcher a béni l'affaire. J'ai travaillé avec eux pour une proposition de loi constitutionnelle pour dire, entendons-nous. Et quand Macron va consulter le Sénat, en amont, on se sera déjà entendu. Macron sera obligé de dire, ce texte-là aura une majorité au Congrès de Versailles. Parce qu'il faut, je crois, 2 tiers, c'est bien ça, Christian, 2 tiers pour pouvoir changer la Constitution. Et bien, on a un texte dont l'article 6 qui fusionne les 2 choses. Vous avez entendu ça chez un autre candidat? Nous, on a peur. Comme au Congrès, on a eu peur. On a tout fait. 153 propositions. C'est bien, mais il y a quelques zéros fiscales graves. Parce que si le gouvernement prend ça, notamment, on va confier la taxe de carburant à l'État. C'est une TVA. C'est une erreur. On va payer les charges patronales de sécurité sociale des entreprises pour les emplois à venir, pour les PEC, sans évaluation. C'est une grossière erreur et une erreur budgétaire énorme. Quand j'ai dit ça, on m'a fait passer pour un troublion. Voilà, on n'a pas voulu donner des instructions, disons, des orientations, parce qu'il n'y a pas de mandat impératif lorsque vous êtes un parlementaire, mais au moins des orientations, de dire à Christian, à Elie, à moi-même, à Max et aux autres, à Serva, voilà ce que les 2 grandes assemblées accompagnées les maires pensent pour l'avenir du pays, de dire, voilà les amendements qu'on vous suggère. Si tu n'as pas la compétence en interne, tu prends les grands constitutionnels, les grands juristes, parce que ceux qui nous manquent, ce sont des légistes. Ce n'est pas simplement des professeurs de loi qui vont faire l'histoire du droit, de la science politique. Mais comment rédiger une loi? Il faut être un légiste. Et la science s'appelle la légistique. Au Sénat, on ne fait que ça. Et j'avoue ici, sans vouloir blesser Christian, les lois sont mieux rédigées au Sénat parce qu'on a plus de temps, il y a plus de réflexion, il y a plus d'experts. On a même un modèle économique pour contrecarrer parfois le gouvernement lorsqu'ils viennent nous raconter tout ce qu'ils veulent. Le ministre a scène des chiffres, mais tu ne peux pas contrôler ça. Donc on a mis en place des modèles de simulation pour voir quel est l'impact de telle ou telle mesure que vous allez voter. Donc c'est un laboratoire d'idées. Je finis sur 2 choses, j'ai déjà dit un peu sur la santé, la dépopulation, la baisse de la démographie. C'est un sujet majeur. Je ne prétends pas venir devant vous presse pour dire que je vais arrêter la dénatalité. Je n'oserais pas vous dire non plus, si on va faire une politique hyper nataliste, ça rappellerait de mauvais souvenirs aux Français, y compris ici. C'est Pétain, une politique nataliste, la femme doit rester chez elle, Le Pen a repris ça, et on entend ça ici, doit rester chez elle avec un salaire maternel, elle est transformée en reproductrice, donc avec Simone, comme ça existait avant, c'est Lucie Laira travaille, c'est Madame Laura restée au foyer, et donc on va repeupler la population là. C'est dépassé, c'est réactionnaire, c'est tout ce que vous voulez, mais en même temps, je dis, les gens partent. Ils ne reviennent pas, ou quand ils reviennent, ils sont comme moi à cheveux blancs, et donc à la retraite. Comment faire? Premièrement, pour favoriser les naissances, tout en restant dans l'humanisme, en restant dans la libération des droits des femmes, dans leur émancipation des droits des femmes. Mais comment faire pour que nous ayons plus de naissances?
Moi, je suis issu d'une famille de 14 enfants. 2 sont morts. Nous sommes 12. Ils sont tous là. Aujourd'hui, quand tu as 2 enfants, 3 enfants, c'est des jeunes familles nombreuses. Comment faire pour inciter les gens à avoir des enfants? Nous, on a quelques idées. Premièrement, soyez la mère lorsqu'elle est enceinte. Depuis la grossesse, dans le ventre de la mère. Soignez tout ce qui est pathologique, tout ce qui est grossesse à risque, soignez. Deuxièmement, l'enfant naît, donnez-lui un capital de départ pour faire prospérer ce capital. Libérez ce capital à sa majorité ou à ses 20 ans sur la base d'un projet, qu'il soit éducatif, universitaire, professionnel, de métier, ou peut-être prolongé. C'est pas mon idée, elle est vieille depuis 1793 par un philosophe américain qui s'appelle Baynes, qu'on a repris en Angleterre et en France. On a du mal en France à le faire. Même Luc Ferry, philosophe, a fait un bouquin sur ça pour dire ce n'est pas faux de dire chaque enfant qui naît, on lui donne le capital. Quel capital? Moi j'avais dit 5 000 € lorsqu'on était à la région, ça a fait un débat, on ne l'a pas fait et je le regrette. 10 000 €, ça peut-être coûtera un peu, donc si tu as 4 000 enfants nés ici, je n'ai pas les chiffres, combien de naissances chaque année, mais chaque année on perd entre 300 et 500 naissances. Donc personne. Donc d'ici 2050, vous êtes déjà un pays où il y a un nombre important de 3e âge, voire de 4e âge. Donc il faut voir comment inciter à avoir des enfants, à les bien élever, à leur donner des haltes garderies, à leur donner des crèches, un service public, on en parle depuis des décennies, un service public de la petite enfance, faire en sorte que l'école marche, que l'université marche, avec un repas à 1 €, avec des bourses revalorisées. Pas content de faire ça, ça ne marche pas. Donner une dotation aux jeunes d'autonomie, mais il faut trouver l'argent. Donc on dit ça, les sociétés avaient commencé, bon, ils se sont arrêtés tous à 25 ans, donc sauf si vous avez des enfants, on le fait. Maintenir la location familiale au premier enfant. Ici, ça existe dans les Outre-mer. Dès le premier enfant, vous avez des allocations familiales. En France, ça n'existe pas, en France hexagonale. Ça n'existe pas, c'est au 2e enfant. Nous disons qu'il faut le généraliser en France, parce que la France a le même problème de petite dépopulation, même si le taux de reproduction se maintient en France. Une population se renouvelle à l'identique lorsque 100 femmes font 21 enfants. 1000 femmes font 210 enfants. Nous sommes en train de tourner autour de ça en Guadeloupe. Il faut voir comment le faire. Nous disons une 3e chose dans cette affaire de dépopulation. De dire, et c'est un tabou, on a un peu honte, alors qu'on avait honte du sida, on avait honte d'un certain nombre de choses. C'est la société, c'est la planète, c'est les pollutions, et d'autres diraient, c'est Dieu qui a voulu ça. Bon, il y a de l'infertilité. Il y a une épidémie mondiale d'infertilité touchant les hommes et touchant les femmes. Et c'est prégnant en Guadeloupe. Nous avons un seul centre, c'est au CHU, dirigé par l'excellent professeur Jean-Qui. Mais ce n'est pas suffisant. Moi, comme en Martinique et comme en Hexagone, je dis qu'il faut un centre privé de PMA. Parce que les gens dépensent beaucoup d'argent pour aller là-bas, pour aller en Martinique, pour aller en Espagne, au Portugal, en Suisse. Et certains allaient même en Ukraine à l'époque pour autre chose, pour la GPA. Ce sont des questions sociétales qui gênent et on a peur. Vous allez dans une élection sénatoriale, mais vous scellez tout, vous cachez tout, vous dissimulez tout. Vous ne dites pas qu'est-ce ça, votre orientation quand vous serez dans les travées ou à la tribune. Est-ce que vous êtes pour la vaccination ou non? J'ai eu le courage de le dire. Ça m'a valu beaucoup de problèmes. J'ai tenu. Dans ma famille, certaines ne se sont pas vaccinées. Non, c'est jamais fâché. Mais je dis, demain, vous êtes responsable de ce pays. Vous êtes président du pays ou premier ministre. Vous direz à votre population être contre la médecine, la science et le progrès, de sauver des vies, quels que soient les inconvénients du vaccin. Aucun vaccin n'est efficace à 100%. Je l'ai fait. On m'a menacé de mort. On brûlera ma maison et autre chose. Bon, un dirigeant doit savoir tenir mon chapeau la fouille là, même si il a brûlé, il ne faut aucun pays. Et tu sais quand tu prends des coups. Mais si tu n'as pas le courage de dire à ta population, comme quand vous allez à la messe à l'église, le chemin, la vérité, la vie, c'est ça le chemin, c'est ça la vérité scientifique et en l'état des connaissances scientifiques, c'est ça la vérité. Si demain on devait nous avoir trompés, je serais peut-être le premier à le dire. Je dis tout ce qui est sur les antivax, des choses sérieuses, pas les vidéos d'Américains qui font de la pub sur notre dos. Imaginez si le président Macron n'avait pas envoyé des vaccins, qu'à nous pas t'étendre. Bon, ok, je maintiens ça.
Et j'ai eu avoir un seul élu qui m'a dit, en pays, vous débat, parce que vous vaccin. Non, vous comptez soignants vaccinés. Je dis, tu te trompes. J'ai fait plusieurs communiqués pour vous dire, comme tous, ce sont des héros. Ils risquaient leur vie en restant au chevet des malades. D'autres sont partis. Moi, je dis, je suis pour la vaccination. Mais je dis aussi, j'ai été pour la réintégration des soignants non vaccinés. Et moi, j'ai reçu M. Clavier, et je lui ai dit, on ne va pas parler de vaccin. Peut-être que tu es un prix Nobel de médecine, moi je ne le suis pas. Mais je m'informe. Pour le moment, il y a des procédures difficiles pour vous de réintégration, des erreurs apparemment de procédures et des erreurs administratives. Ok, on est d'accord, on va voir. Et j'ai fait des courriers. Je ne sais pas si je le lui ai envoyé, j'ai eu des réponses, le ministre a changé. Je m'arrête là, je suis déjà trop long. On a un programme conséquent qui va vous être remis si l'imprimeur a pu faire le travail, vous allez pouvoir le lire. Si fort de tout ça, de la composition de cette liste, avec des colistiers d'origine sociale, d'origine politique, philosophique différentes, bien répartis entre la vaste terre et la grande terre, et moi-même tête de liste. Et j'allais dire, en regardant ici, André n'est pas là, de toutes les couleurs du pays. Donc très représentative, absolument, très représentative de ce que nous sommes, même si je ne me suis jamais enfermé dans une identité. Identité, ça finit dans l'identitarisme, ça finit dans les crispations raciales. Je suis pour un homme citoyen du monde, enraciné en terre de Guadeloupe, pour eux, au souple du monde. Eh bien, c'est ça. Un échantillon représentatif, et compte tenu de la qualité et de l'expérience de celles et de ceux qui sont autour de cette table, compte tenu de la qualité du programme qu'on vous propose, je ne désespère pas de convaincre les grands électeurs guadeloupéens, qui sont des électeurs expérimentés, avisés et éclairés, que ce n'est pas un vote d'affection, ce n'est pas un vote de soumission, ni de fidélité à ma majorité, ou non, c'est un vote politique, un vote de réflexion, un vote de conviction. Je ne désespère pas, nous ne désespérons pas de vous convaincre, c'est la meilleure liste, et que vous plébisciterez ensemble, nous toutes. Merci beaucoup, monsieur le sénateur. Il a évoqué sa deuxième liste, Gabrielle Le Carabin. J'ai envie de dire qu'on ne la présente pas, mais je vais quand même juste rappeler qu'elle a été parlementaire pendant 3 mois, 2002-2007, 2007-2017 et 2017-2022. Et donc, je veux... C'est ma dernière élection. Je n'ai pas dit ça, mais c'est ma dernière élection. Dernier combat électoral. La liberté, que les gens croient que peut aller une valeur essentielle. Quand on est un dirigeant politique, on doit agir selon ses convictions. Et s'il y a bien quelque chose que Gabriel a toujours fait, c'est agir selon ses convictions, dans l'intérêt du pays. Je lui passe la parole. Gabriel Le Carabin. Alors, je ne vais pas me présenter, on m'a déjà tellement présenté, mais je remercie tous les amis de Victor Manuel et de nous-mêmes. Si vous êtes là, c'est que vous êtes venus ah bon. Montrez bien à notre population guadeloupéenne que le meilleur candidat, c'est Victorine Lurel. Alors c'est vrai que, comme le disait Olivier, il ne faut pas oublier, j'ai fait 3 mandats de député, mais au dernier mandat de député, j'étais avec Victorine Lurel. Je suis allé rejoindre les socialistes, puisque au départ, c'était sous la mandature de Chirac et de Sarkozy, j'étais là, mais il y a des choses qui ne me plaisaient pas. Et quand il y a eu le LKP, j'ai estimé que parmi tous les élus, que Victorine Lurel avait le meilleur langage. Il avait une direction pour notre pays, et je me suis dit, à l'Assemblée, parfois, je me dispute avec lui, mais tout compte fait, il est un vrai républicain. Il est un homme libre. Et quand il s'agit du pays, il sait prendre ses engagements. Et c'est ainsi que j'ai fait la campagne du président Hollande, et après, je suis rentré dans le groupe socialiste. Et puis j'ai laissé parce que j'aime ma commune, j'aime ma population. Et élu depuis 1989, j'avais pris l'engagement de rester à côté de ma population. Engagement que j'ai pris jusqu'à maintenant, parce que c'est vrai.
S'il faut parler, il faudrait que je dise beaucoup de choses. Mais je ne dirai pas tout ce que je voudrais dire pendant cette campagne. Mais aujourd'hui, devant la presse, je me permets de dire, certains sont en train de parler en disant Madame Carabin a changé. Je n'ai jamais changé. Je suis toujours la même. Je vous ai dit que j'aime ma population. J'aime ma population du monde, mais j'aime mon pays. Et quand nous devons travailler pour le pays, je pense qu'il faut faire tomber toutes les barrières politiques. Et plus je regarde ce monde politique, ici, ces élus, ils ne s'entendent pas. Ils utilisent la population, mais après ils veulent faire des règlements de compte. Et je dis haut et fort, Lurel n'a pas été le premier candidat à m'appeler. Mais il a été le premier candidat à me dire, dans cette élection, on va t'appeler souvent. Et moi de lui dire, mais pourquoi je ne fais rien? Ah bien c'est vrai. Nous voyons d'autres en face de nous qui veulent jouer sur certains élus et faire comprendre qu'ils sont les meilleurs. Je l'ai dit hier à un collègue à Moronalo. J'ai été sollicité sur une autre liste. Et sur cette liste, j'ai senti qu'on voulait m'utiliser, malgré mon grand âge, pour faire un règlement de compte. Avec ce règlement de compte, entre les deux présidents, Carabin ne participera pas. Et ça, je vous le dis. Et ceux qui veulent me dire le contraire, qui viennent en face de moi et me disent le contraire. J'ai refusé. On m'a appelé. Et ce matin même, on se permet encore de raconter que mon collègue du Lac Daniel, qui est conseiller départemental avec moi, serait devenu président de la CIMEC, le syndicat d'énergie, parce que certains ont permis qu'il soit président. Je dis haut et fort aujourd'hui que le collègue Elatré, avant d'être président du conseil d'administration de la CIMEC, m'a demandé 2 personnes dans la ville du Moule. Un élu, en la personne de Daniel Dulac, et un autre qui, je ne vais pas nommer le nom, il n'est pas en politique, pour travailler avec lui. Et quand il m'a dit, je dis, ah bon, tu veux qu'il soit au conseil d'administration de la CIMEC? Il m'a dit, Daniel Dulac, c'est mon élève. Et je l'aiderai, et nous travaillons ensemble, et je ferai de lui le président du CIMEC en partant. Alors c'est vrai qu'on m'a appelé un jour en me disant, oui, si tu viens pas, mais c'est moi qui ai fait tu me donnes Dulac, ou tu me donnes Porlon. Comme dit Porlon, si le président de région est sur la liste, en Kéaï, mais pas la liste là. Et de Dulac, parce qu'on l'avait rendu président de CIMEC, il savait bien que son avenir au CIMEC, c'était dû au collègue Elatré. Et qu'effectivement, un président, voyant que l'autre voulait mettre un élu de petit bourg, c'est comme ça se passe, on n'aime pas tenir sa parole, a préféré le faire voter Dulac. Et Dulac me disant, et je le répète, parce qu'il est allé chez Otto, il est allé avec Elatré dans différentes communes. Je l'ai rencontré les deux. C'est ça que je disais à un président, ce qu'on t'a raconté hier, je suis au courant. Il me dit, mais Madame Carabin, c'est grâce à Elatré. Et si j'ai une reconnaissance à donner à certains élus, c'est bien aux élus socialistes qui m'ont soutenu pour être président du CIMEC. Et non à un qui prétend que c'était grâce à lui. À lui, je lui dis, je l'aime beaucoup. Mais il faut arrêter de jouer. Quand on est en politique, on a des convictions, mais on ne vient pas régler des comptes. Un moment, j'étais fâché un peu avec Victorine Lurel, avec Madame Borel et certains. Et puis quand j'appelais Victorine, il me dit, mais impose, demande. Mais j'aime pas beaucoup demander. En pareil flatter. Je suis au département. Je n'aime pas flatter, je dis les choses. Et parfois même, je vois que des collègues qui sont dans l'opposition, s'il y a une opposition, ou dans la majorité, me suivent. Je suis pour le partage. Je ne suis pas pour les petites choses. On te donne parce que tu es pour moi, on ne te donne pas parce que tu es contre moi. La Guadeloupe nous appartient tous.
Le département, la région appartient à l'ensemble de la population et à tous les élus, qu'ils soient pour, qu'ils soient contre. C'est un budget, on doit le partager. Alors, je ne vais pas faire encore de longs discours, mais je vous dis que quand j'ai décidé de choisir Victorien Lurel, et pendant plusieurs fois, il peut le dire, hein, comme j'ai fait à certains amis, certains élus, je ne répondais pas. Et il me disait, mais Gabriel, réponds-moi. En tout cas, fait le mort, puis ça a dit, c'est dans la réflexion, c'est dans le silence que je dois prendre ma décision. Et un jour, je devais aller à la presse, il a su ça, il m'appelle, il me dit, Gabriel, tu sais ce que tu diras? On dit non. Mais quand Bougla des moi, on dit ok. Mais tout de suite, j'ai dit peut-être qu'il a bien raison. Qu'est-ce que je vais, on va m'interroger sur les sénatoriales, ça pour moins de mois. Qu'est-ce que je dirais à Danican? Je l'ai appelé, je lui ai dit Danican, je ne peux pas venir, j'ai autre chose. Donc, avec Victorien Lurel, nous avons des rapports très amicaux. Il est en politique depuis fort longtemps. Je l'ai choisi pour les dernières élections après le LKP pour la région. On n'a pas, oui, en 2018. On n'a jamais compris pourquoi, mais je l'ai choisi parce que c'était l'homme qu'il fallait pour la Guadeloupe. Alors c'est vrai qu'après, quand on demande à des collègues, on était élus, mais restons ensemble, ils ne veulent pas parce que tout le monde veut jouer sa carte. Moi, ça ne m'intéresse pas de jouer ma carte. Ma carte, c'est le moule, ma carte, c'est le pays Guadeloupe. Et ensemble, nous pouvons gagner. Et ce qui m'a beaucoup attristé, lors du congrès, je ne suis pas venu. Le maire du moule était absent. J'ai trouvé trop d'hypocrisie. Pourquoi un congrès? On nous avait demandé de choisir une assemblée unique. Nous n'étions pas d'accord, nous ne l'avons pas fait. Là, il y avait différentes motions. Et pourquoi ne pas voter la motion de Victorien Lurel? Pourquoi faire ça? C'est méchant. Puisque de toute manière, toutes les propositions qui ont été étudiées prises par le SIOC, naturellement, ce seront les élus qui vont les étudier. Ce sont les élus qui vont le porter au départ, à l'Assemblée nationale. Mon dernier ressort, ce sont les élus du Sénat. Donc, il faut effectivement, et ça je suis pour, travailler ensemble. Qu'on ait des convictions de droite, de gauche, de divers gauche, de tout ce que vous voulez, mais nous devons travailler ensemble. Et si je suis avec Victorien Lurel, parce que j'estime que c'est le meilleur candidat, c'est le candidat qui a fait abstraction de tous les partis politiques. Il a parlé de Laurent Bernier, mais M. Marie, il était le fidèle de Lucien Bernier. Lucien Bernier qui me voyait tout le temps, il me disait, toi, tu seras le maire du Boule. Et moi, je lui disais, moi, ça paraît intéressant. De Lucien Bernier, de Laurent Bernier. Donc, Teddy Marie n'est pas de gauche, ni de, enfin, il est de droite, oui, c'est ça qu'on dit. Mais enfin, il est un homme qui veut, de droite, il veut travailler. Et moi, depuis que j'ai laissé le parti de droite, j'ai dit, divers gauche. Et je ne suis pas non plus pour Macron. Dans ces élections... Hier, c'est pas sans étiquette, je suis divers gauche. Oui, je t'ai dit, je suis divers gauche. C'est-à-dire dans la campagne électorale. Parce que j'ai un collègue qui me dit comment. J'ai dit non, je ne suis pas pour Macron. Quand j'allais conférer pour M. Baptiste, nos propos c'était de dire, nous n'allons pas voter pour quelqu'un qui défend Macron. Le peuple de la Guadeloupe n'a pas voté Macron. Et là, nous devons prendre nos décisions, voter Baptiste. Et là, nous disons, il est anti-Macron, mais il dit, je peux travailler avec Macron. Parce qu'il aime le pays Guadeloupe. Et c'est ce qu'il faut apprécier. Victorien Lurel n'est pas un sectaire. Il y a certains qui sont socialistes, purs et durs. Et ils sont pour Victorien Lurel à mort. Mais moi, je ne suis pas socialiste. Je regarde l'homme. L'homme politique. Que peut-il apporter pour notre pays? Et que peut-il apporter actuellement quand il y aura effectivement au Sénat le changement constitutionnel? Puisqu'il y aura effectivement les propos de la Nouvelle-Calédonie, et là, nous parlerons effectivement des départements d'outre-mer, et tout particulièrement de la Guadeloupe, et je pense en fin connaisseur, ayant les rouages du métier. Et comme il nous dit, je vais travailler
avec la droite, avec les macronistes. Dans quel intérêt? Pas pour lui. Là, il veut revenir dans l'intérêt du pays. Et c'est ce que vous devez savoir et c'est le message que vous devez faire passer chez les grands électeurs. Les grands électeurs, il y en a qu'on va leur dire, on va pas te donner ceci, cela. C'est fini. Je vois un élu, quand je lui dis, alors qu'est-ce que tu fais? Il me dit, moi, il faut qu'on me donne quelque chose. Quoi? Quoi? Une subvention? Mais soyons fiers d'être un élu, soyons fiers d'être Guadeloupéens et votons pour Victorin Lurel, la liste sous laquelle je suis avec Madame Gabert, avec Titi Marie, avec Monsieur Atala, et ensemble, nous allons travailler dans l'intérêt du pays. J'ai un âge, mais j'aurais tellement aimé que nous arrivions ensemble à fédérer toutes les voix pour qu'effectivement, avec Victorin Lurel soit au Sénat pour défendre le pays Guadeloupe. C'est ça ma plus grande ambition. Je vous remercie de m'avoir écouté et en racontant les autres. Tiens. Merci beaucoup, Gabriel. C'est une parole de vérité, avec verbe, avec enthousiasme, avec une voix qui reste puissante dans le pays. Et vraiment, je tiens à lui rendre hommage pour ces belles paroles qu'elle vient de nous délivrer. Elle vient de rappeler une parole essentielle qui résume vraiment son propos. Il ne faut pas se tromper d'élection. Cette élection-là n'est pas une élection régionale, ce n'est pas une élection cantonale, ce n'est pas une élection municipale, c'est une élection sénatoriale. Merci beaucoup, Gabriel. Alors, normalement, le troisième à intervenir aurait dû être André Atala. Je vous ai expliqué les raisons de son absence. Encore une fois, nous pensons à lui. Et du coup, je vais passer la parole à Geneviève Gabert, qui intervient ici sur ces terres de Goyave. Elle est maire adjointe dans l'équipe de Ferdi-Louisy au conseil municipal, en charge des solidarités. C'est une femme de terrain, c'est une élue de terrain, c'est une élue, comme il y en a beaucoup en Guadeloupe, des élus qui ne sont pas forcément connus, pas forcément médiatiques, mais ils sont au cœur des préoccupations du pays, au cœur des préoccupations de la population. Et sa présence sur la liste, c'est notamment cette idée, cette volonté de mettre au cœur. Elle est psychologue, elle nous connaît. Toute une série de questionnements qu'elle a traités à la fois dans sa vie politique, mais aussi dans sa vie professionnelle. C'est une psychologue. Elle est vraiment au contact du cœur du pays. Je lui passe la parole. Geneviève Gabert. Oui, mais là, il a fait. Merci. Bonjour mesdames et messieurs, présents, des personnes présentes et des téléspectateurs. Alors, passer après Victorin Lurel et surtout cette femme exceptionnelle, Madame Carabin, je dirais que il faut faire un exploit, n'est-ce pas, Mary? Voilà, jeune en politique, bien sûr, maire adjoint au sein de la majorité municipale de la ville de Goyave depuis 2014 et en charge de l'action sociale et de la solidarité. Et je suis, comme on vous l'a dit, psychologue et aussi gestionnaire d'un centre d'hébergement pour femmes victimes de violences et femmes en difficulté. Voilà, donc Victorin a souhaité que je sois à ses côtés et c'est un grand honneur. Comme l'a dit Madame Carabin, pour moi c'est un homme politique qui a fait beaucoup pour la Guadeloupe et j'ai une grande considération pour son action politique. Je dirais, je me suis dit, je vais tracer quelques mots parce que à côté, après ces deux-là, je ne vais pas pouvoir. Et il a des compétences, il a une force de travail, il a une certaine technicité qui est impressionnante et surtout qui est utile à notre pays Guadeloupe. Son objectif, quoi qu'on en dise, c'est de faire évoluer le pays Guadeloupe avec prudence et avec préparation, en anticipant. Voilà, moi, depuis des années, je suis cet homme et c'est ce que je vois en lui. J'ai une grande considération qui dépasse, je dirais même qui surpasse les divergences d'opinion. Nos divergences.
ce n'était pas pour la vaccination. Il y était pour la vaccination. Il avait des éléments qui le poussaient à penser ça. Mais j'étais comme la majorité des Guadeloupéens, contre. Voilà. Mais ce n'est pas pour autant que nous n'allons pas reconnaître son efficacité, que nous n'allons pas reconnaître sa force de travail, que nous n'allons pas reconnaître tout ce qu'il a fait pour le pays, notamment pour adapter les lois au territoire. Et sur cette liste, il y a aussi d'autres personnes, hein, comme Mme Carabin et M. Atala, M. Méry, des personnes d'expérience. Et depuis, je suis à côté vraiment de proximité de ces temps-ci. J'apprends beaucoup de choses. Et j'aurais au moins appris des choses en étant côtoyant. Et c'est formidable pour moi. C'est vraiment une opportunité de mieux connaître le pays Guadeloupe, une opportunité de mieux connaître la politique que d'être à côté de vous. Je suis une élue qui, de par ses fonctions citées précédemment, est au plus près de la population, de ses préoccupations, de sa souffrance. Et la situation économique et sociale est très préoccupante et je crois qu'il y a lieu pour nous de faire quelque chose. Il ne suffit pas de le dire. Il ne suffit pas de dire que nous avons un tiers de la population en dessous du seuil, qui vit en dessous du seuil de la pauvreté. Pourquoi? Si nous le savons, il y a lieu de faire des choses. Je n'arrive pas, moi, à comprendre qu'on ne puisse pas faire des choses pour que tout un chacun, que nous puissions avoir une société juste et qu'on vive dans quelque chose d'équitable. Voilà, je crois que c'est important que nous ayons des sénateurs et des députés, des parlementaires qui puissent voter des lois en notre faveur et surtout des lois qui permettraient à l'ensemble de la population de mieux vivre et d'avoir quelque chose de paisible. Voilà. Donc, mais surtout, je crois qu'il faut élaborer et développer une vision stratégique pour notre territoire, tant social, économique, politique. Oui, politique. Oui, il faut avoir une vraie vision politique. Il faut déployer nos énergies vraiment pour adapter les lois à l'outre-mer. En outre, je crois que le groupe Ensemble, nous toutes, avec Victorin Lurel en tête de liste, sera utile et bénéfique pour la Guadeloupe au vu des échéances à venir. Moi, j'attends avec impatience cette échéance concernant la révision constitutionnelle. Il y a quelques années, moi aussi j'avais voté contre. Oui, j'avais suivi Victorin Lurel et tout ce qu'il disait, et que nous aussi nous le constations, c'était vide. Il nous fallait plus d'informations pour pouvoir avancer. Alors je demanderais, à nous élus, que nous puissions vraiment nous asseoir autour de cette table et construire cette vision du pays Guadeloupe. Et quelle que soit la vision qu'on pourrait avoir, il faut la préparer. Il faut une véritable politique aussi de formation pour pouvoir la préparer, cette vision. Il faut qu'on soit capable de lire ces lois, il faut qu'on soit capable de les analyser, il faut qu'on soit capable de les comprendre. Donc, élus, grands élus, je vous demande de voter pour cette liste, la liste Ensemble, nous toutes, afin que nous puissions vraiment révolutionner le pays Guadeloupe. Merci. Merci beaucoup, Geneviève, pour ces paroles, pour cet engagement dans une situation politique qui demande du courage et tu en fais preuve. Et vraiment, je veux que tout le monde t'applaudisse encore parce que vraiment, c'est un exemple. Alors, Victoria l'a dit, Gabriel l'a dit, Geneviève l'a dit, cette équipe est diverse, cette équipe rassemble pourtant des personnes qui travaillent ensemble depuis longtemps. Ce n'est pas un accord qui s'est fait sur un point de table il y a une semaine ou il y a un mois pour cette élection-là. Ce sont des hommes et des femmes politiques qui travaillent pour le pays depuis longtemps, qui ont une connivence, qui ont une vision, qui partagent des valeurs. Et Teddy Marie est à nos côtés dans cette aventure parce que ça fait longtemps qu'on chemine ensemble. Il était de l'aventure Pays Guadeloupe, il n'était pas sur la liste, mais son groupe était représenté sur la liste, l'Union pour Saint-François.
Et aujourd'hui, Teddy concrétise cet engagement aux côtés de Victorin Lurel, aux côtés de cette équipe-là, en fermant la liste, en poussant la liste, en étant celui qui symbolise aussi la diversité de cette belle équipe. Teddy Marie, je te passe la parole. Merci Olivier, bonjour tout le monde, mesdames et messieurs de la presse, bonjour. Alors, Teddy Marie, eh bien, effectivement, c'est pas grave, je suis conseiller municipal de l'opposition à Saint-François. Mais je tiens à préciser, quand on parle d'opposition, on pense systématiquement à s'opposer. Je suis quelqu'un qui vit, je dirais, dans la vie communale de Saint-François depuis de longues années, et je sais à quel moment il faut voter ou il ne faut pas voter. Je ne suis pas systématiquement bloqué, sectaire et contre. Hier encore, il y avait un conseil municipal, je travaille avec le maire en place, je travaille avec les collègues, nous travaillons pour Saint-François, pour la Guadeloupe. Voilà. Et c'est ainsi aussi que, ensemble, nous toutes, c'est l'idée pour pouvoir travailler pour la Guadeloupe. Alors, je suis effectivement un jeune retraité parce que j'ai quitté mes fonctions il y a tout juste 1 an. J'étais dans le service public depuis 38 ans, après 40 ans de carrière, et j'ai décidé d'arrêter parce que, bon, il y a des événements qui ont fait que la Guadeloupe bouge, et moi j'ai décidé de faire autre chose. Donc je me suis reconverti et je fais autre chose aujourd'hui. Je suis auto-entrepreneur et je suis aussi exploitant agricole pour, je dirais, pour ceux qui savent que je fais de la production. Je m'inscris en étant agriculteur dans ce programme-là à dire qu'il faut effectivement produire pour la Guadeloupe, pour les Guadeloupéens, mais produire, je dirais, produire pays pour la Guadeloupe. Alors, on a beaucoup parlé, Madame Carabin a précisé mon parcours depuis Lucien Bernier, Laurent Bernier, la droite. Je dis oui, mais sauf que lorsque nous arrivons à ce type d'élection sénatoriale, dont j'ai eu à connaître énormément d'élections, je ne regarde pas l'histoire de droite et de gauche. Et je pense que les Guadeloupéens ne sont pas inscrits à cela pour pouvoir envoyer un sénateur ou un député à l'Assemblée nationale avec une coloration de droite ou de gauche. Quand on est là en tant que responsable et élu, eh bien c'est pour dire que nos élus doivent défendre tous les Guadeloupéens ensemble et nous toutes. Eh bien c'est dans cet esprit que je m'inscris sans hésitation. Et à Saint-François, Olivier l'a dit, Olivier Nicolas, je suis à l'origine de pas mal de mouvements et d'actions politiques. Oui, je regarde Sylvie, nous avons aussi cheminé ensemble sur notre mouvement, elle a fait son chemin. Louis Martol à la création de Pays Guadeloupe, oui. Christian Baptiste qui vient de partir et qui a eu le temps de travailler avec Victorin Lurel et Feu Laurent Bernier sur un accord à Saint-François pour travailler ensemble. Et c'est ainsi que, naturellement, le travail qui a été fait par ces personnes depuis de longues années, eh bien, je ne fais que continuer loyalement, fidèlement. Et je remercie Victorin Lurel de rester aussi dans cette ligne et d'accepter et de respecter ses engagements vis-à-vis de celui qui n'est pas là aujourd'hui. Et donc c'est pour cela que je suis très fier et très ému en disant cela, parce que ce sont des grands hommes qui ont parlé à un certain moment et qui sont venus me voir et me dire voilà, tu es dans cette ligne-là, la ligne a été effectivement tracée, donc qu'est-ce que tu fais? J'ai dit j'y vais et je m'engage, je reste sur cette ligne-là. Voilà pourquoi je suis là. Mais je suis là aussi parce que depuis très longtemps, je côtoie Victorin Lurel et depuis sénateur, encore plus. Surtout avec un gouvernement comme ce gouvernement-là. Et que nous avons bien vu comment
la Guadeloupe a été défendue, quel que soit, et dans ses propos ou dans son écrit, eh bien, on se rend compte que c'est un homme honnête. Il a le courage, il ne se cache pas, parce qu'il le dit. Quand il vote, il explique son vote. Quand il ne vote pas, il explique son vote, et il ne se cache pas. Et c'est ça qu'on a besoin. Aujourd'hui, face à un gouvernement, le gouvernement observe et regarde le comportement de chacun et de chacune de nos représentants. Et aujourd'hui, il connaît, il sait. Macron a été ministre, lui aussi il a été ministre. Donc il sait très bien comment se comporter. Et à l'heure actuelle, les Guadeloupéens n'ont pas besoin de gens qui viennent, mais qui passent un peu en nous voyant, qui ne sont pas clairs. Il n'y a pas de cohérence. Madame Carabé vient d'expliquer, elle ne peut pas participer à un complot pour un règlement de compte. On ne peut pas venir ici devant la presse ou devant la population s'associer à des complotistes. Non, nous devons être du côté de cet homme-là, de cette dame-là, de Atala, de Geneviève, et de nous-mêmes et de tout ce que vous représentez, et que tous ceux qui sont derrière Victorin Lurel et toute la Guadeloupe d'ailleurs, aujourd'hui. Alors, c'est vrai, il y a le jeu de parti, mais quel parti? Il n'y a plus de parti en Guadeloupe. On se rend compte, il y a un seul parti, c'est celui qui nous défend correctement, convenablement en Guadeloupe, et qui aura encore un long chemin à faire. Et il n'y a que lui capable, je dirais, de prendre le virage que nous souhaitons là pour la Guadeloupe. Ça veut dire le vivre ensemble et le bien vivre. C'est ce que souhaitent Carabin et Lurel. Ils ont précisé leur âge, ils ont précisé leur parcours. C'est bien pour dire que nous sommes pratiquement des fils, des petits-fils de ces personnes. Eh bien, ce sont des petits-enfants aussi. Eh bien, le chemin que veulent tracer Victorin Lurel et Gabriel Carabin ensemble, eh bien, c'est le chemin que nous devons donner à nos enfants. Aujourd'hui, quand je m'exprime, mes enfants m'écoutent, m'entendent, et je leur invite à aussi adhérer à ces engagements et ce chemin-là. Donc, nous aussi, alors élus responsables, les élections sénatoriales, ça a été précisé, mais il faut le repréciser encore une fois. Il ne faut pas mélanger les choses. Ce ne sont pas des élections qui sont ni communales, ni départementales. J'ai entendu des candidats faire l'amalgame. Mais non. Ça, aujourd'hui, nous sommes à un temps précis. Et ce temps-là, eh bien, c'est le temps de dire que nous devons rester debout, solides, face à un gouvernement, mais aussi face aux élus, quelques élus de Guadeloupe, qui n'ont pas encore bien pris, je dirais, la situation locale, qui n'ont pas bien compris. Et aujourd'hui, nos aînés, ceux qui sont là avant nous, qui ont déjà vu, qui ont déjà entendu, qui ont déjà vécu, et c'est eux qui nous tracent le chemin. Donc nous sommes là, moi je fais partie aussi, hein, parce que je suis là depuis très longtemps, depuis les années 83, je suis élu très jeune, et je suis issu d'un grand socialiste, même si par positionnement politique, je me suis retrouvé là ou là, mais les valeurs qui ont été inculquées, ça ne sort pas, ça ne part pas, et on se retrouve aujourd'hui. On se retrouve aujourd'hui, et c'est pour cela nous formons ensemble nous toutes. Alors, ce que je souhaite aux Guadeloupéens, que vous êtes et que nous passons dans chaque commune chaque soir, ce que dit et ce qu'explique Victorin Lurel avec loyauté, avec justesse, mais avec aussi pertinence de ce qu'il a fait. C'est pas, il ne répète pas des choses qu'il a entendues ou ce qu'il a lu. Il a les preuves de ce qu'il a fait, quel que soit au niveau local, national ou international. Il est capable de justifier quand il parle et de dire. Ce n'est pas, il a lu un livre ou bien il a lu un article. Non. Et c'est ça. Mais surtout, la vision qu'il a aujourd'hui pour la Guadeloupe de demain, pour le pays Guadeloupe. Et c'est cela. Et là, toute aujourd'hui, notre interrogation, c'est que deviendra la Guadeloupe de demain? Eh bien, il est en train, avec ça, d'écrire et de mettre sur les propositions et ce projet, eh bien,
ce que nous devons faire le 24. C'est tout simplement de dire que nous adhérons à cela pour la Guadeloupe de demain, pour nos enfants. Donc, mes chers amis et chers médias, je dirais que avec la présence de Mme Carabin, de M. Attala, de Geneviève Gamère et de moi-même et le sénateur sortant, le Victorin Luel, et la liste Ensemble pour toutes, c'est nous toutes. À part Mbité qui nous toutes. Il faut nous bien lire, ensemble, nous toutes. Et c'est là que je dirais que quel que soit l'âge, quel que soit le statut, quelles que soient les raisons, eh bien, nous devons tous dire que nous sommes ensemble et nous sommes derrière Victorin Luel, parce que c'est l'homme qu'il faut pour la Guadeloupe. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Teddy. On pourrait résumer en disant, peu importe la trajectoire, l'essentiel c'est là où on va. Et là on se retrouve. Donc, peu importe d'où l'on vient, l'essentiel c'est où on va ensemble. Il faut retrouver. Et donc, c'est vrai, tu as dit bien. Et donc, oui, la politique, c'est une question de trajectoire. C'est pas seulement j'ai toujours été, c'est toujours de dire où on est, ce qu'on fait, pourquoi on évolue, pourquoi on est là, et pour qui on va agir et pour quel programme. Le programme sera envoyé à tous les grands électeurs. Tous le recevront, à la fois sous format électronique, à la fois sous format papier. Je veux, avant de passer la parole à Victorin pour conclure, je veux remercier encore une fois tous ceux qui sont là, c'est fort de venir, Christian Baptiste, député, qui malheureusement est parti, mais qui est bien là. Je veux remercier les élus du conseil régional du groupe Pays Guadeloupe, Loïc Martol, Sylvie Chameau-Moano, Bernard Guillaume qui n'est pas là retenu, mais qui est aussi à nos côtés, Arsène Pierrot, et vraiment les remercier pour leur soutien et leur accompagnement. Les élus du groupe GPS du conseil départemental, et je ne l'ai pas devant moi, c'est pour ça que je ne l'ai pas vu. Évidemment, Hilaire, conseiller régional Pays Guadeloupe. Je remercie les élus du conseil départemental du groupe GPS, Jimmy Fosta qui est là, Fabienne Thomas qu'on a eu au téléphone, Jules Otto, Marie-Hélène Ponchateau, que je cite aussi comme conseillers départementaux, même s'ils sont aussi là en tant que maire, avec des membres élus de leur conseil municipal, et je veux vraiment les remercier d'être là. Je veux remercier encore une fois les camarades socialistes qui sont présents, les camarades socialistes de Goyave, les camarades socialistes de Pointe-à-Pitre, les camarades socialistes de Basse-Terre, les camarades socialistes qui sont là, et vraiment je veux les remercier pour leur présence. Enfin, je veux aussi dire que cette élection, on a 3 semaines devant nous pour convaincre, 3 semaines pour diffuser ce programme, 3 semaines pour expliquer que cette liste est la seule à avoir une ligne claire, un positionnement clair aujourd'hui par rapport à la politique gouvernementale, par rapport à ce qui se passe en Guadeloupe, par rapport à l'insatisfaction que ressent bon nombre de nos concitoyens sur nos services publics, sur toute une série de problématiques liées au transport, aux déchets, à beaucoup de problématiques qui aujourd'hui ne sont pas traitées comme il convient. Mais encore une fois, cette élection, il ne faut pas se tromper, l'élection, c'est une élection sénatoriale. Il s'agit de défendre la Guadeloupe depuis les Sénats, devant toutes les instances locales et nationales. Et pour cela, nous allons faire confiance à la liste, ensemble, nous toutes. Et je passe la parole à Victorin pour conclure cette matinée et remercier les journalistes et remercier les causes, parce qu'on a voulu faire ça ici pour féliciter, pour accompagner, pour valoriser une entreprise locale. Je veux remercier Lisa Gali qui nous a accueillis, Aurélie qui est présente. Non, franchement, on a été super bien accueillis. Le lieu est vraiment mérite d'être reconnu. Donc merci à ces jeunes entrepreneurs guadeloupéens de nous avoir accueillis. Et nous allons pouvoir, je l'espère, tout à l'heure goûter leur production. Victorin, vous avez la parole pour conclure cette conférence de presse. Tu restes manger, tu restes non.
Merci. Je serai bref puisqu'il est déjà midi et demi. Oui, moi je... C'est mon dernier combat électoral. Je dis bien mon dernier combat électoral. Je n'ai pas l'intention d'aller briguer je ne sais quelle région ou quel département ou quelle circonscription législative. Je resterai toujours un militant tant que Dieu me donnera la santé. Je vais me consacrer après, même tout en étant sénateur, je ferai plus de formation, plus de pédagogie, et peut-être si j'arrive à finir ce que j'ai commencé, écrire davantage. Je resterai toujours attentif à mon pays. Je n'ai pas l'impression que, en étant tête de liste, entouré de belles personnes, avec de belles idées et de grandes expériences, que j'ai fait un exercice d'usurpation. Puisqu'on me dit, ouais, vous êtes trop âgé, nous sommes trop âgés. Monsieur, vous êtes là depuis trop longtemps, vous étiez contre l'Assemblée, vous étiez pour les vaccins, vous étiez... Bon, je suis un Guadeloupéen militant, mais je reste ouvert à tous et à toutes, et surtout aux belles idées de l'humanisme, je le dis, de l'égalité contre les discriminations, l'émancipation des femmes, je reste ça. C'est ce que nous portons dans ce combat-là. Il est ce qu'il est, c'est mon dernier, j'aimerais qu'il soit beau. Merci à vous. Merci. Et je salue de nouveau Lucie de Saint-Claude, que j'ai oublié tout à l'heure. Et pourtant, c'est ma commune. Donc voilà. Et c'est Sony qui est là aussi. Tu l'aurais. Et pour Saint-Claude, il y a